Donc, sur cette session, au final, il va y avoir juste cette dernière présentation, ce qui est dommage, parce que en fait, il y a mon collègue Pierre-Alain Dany, qui est spécialiste vraiment de la température sur les écosystèmes lacustres, et qui voulait vous présenter vraiment l'utilisation de cette information dans la modélisation thermodynamique des plans d'eau, qui n'a pas pu être présent. Mais j'essaierai d'en dire deux mots. Donc pourquoi nous on s'intéresse à la température sur les plans d'eau? Parce que c'est un facteur de contrôle important de ces écosystèmes. Ça va réguler les dynamiques de flux chimiques et de nutriments. Et donc au final, le vivant, puisque le premier maillon, c'est le phytoplancton. Donc on suit de près ce paramètre, et notamment au vu du changement climatique qui est présent et qui va s'accentuer dans les années à venir. Donc ces travaux, ils ont commencé en 2015, donc avec Nathalie Reynaud, Pierre-Alain Dany, et puis aussi il y a eu deux autres personnes aussi, Jordi Prats, un postdoc, et puis Ricardo Simon, qui a travaillé sur ce sujet. Donc juste quelques éléments de compréhension sur la température de surface de l'eau. Pour vous dire qu'en fait ici on est plus avancé, on va dire, que la couleur de l'eau. C'est déjà un paramètre qui est mesuré de manière opérationnelle depuis longtemps. Depuis la fin des années 70, on a lancé des satellites pour suivre ce paramètre-là. Donc là vous avez toute la succession d'émissions satellitaires pour suivre ce qu'ils appellent la SST, la Sea Surface Temperature, donc la température surface de l'eau sur les océans. Donc là, vous avez une image, un instantané avec MODIS à 5 km de résolution spatiale, donc qui permet d'avoir une vision globale des structures thermiques sur notre planète, sur les océans. Et puis, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de suivre les dynamiques. Et donc, on voit bien le suivi de ces dynamiques dans le temps et dans l'espace. Donc là, on est sur un satellite. Donc, c'est des prises de nuit à 50 km de résolution spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur les surfaces continentales? Donc, sur les surfaces continentales, en termes de résolution spatiale, vous voyez très bien que ce qui est utilisé sur les océans, on peut pas, voilà, c'est pas utilisable. Et on est un peu pauvre, on va dire, en termes de capteurs infrarouges thermiques. Donc, on attend avec impatience la mission Trishna. Mais on peut quand même commencer à travailler, notamment. Alors, il y a deux satellites qui sont dotés de capteurs dans l'infrarouge thermique. Donc, il y a Aster, où on a 20 ans d'archives. Et puis ensuite, on a la série Landsat, où on est à 38 ans d'archives. Donc au final, nous, au pôle, on a décidé de travailler plutôt avec la série Landsat. Donc les résolutions spatiales, je ne les ai pas données, elles sont en haut. On est entre 60 mètres et 120 mètres suivant les capteurs. Et puis on a un temps de revisite de 16 jours, que ce soit pour Aster ou pour Landsat. Nous, on a décidé de travailler avec Landsat, tout simplement parce que l'archive était plus longue. Et c'est vrai que quand on travaille sur le changement climatique, on a besoin d'avoir des tendances importantes. Ça vaut le coup aussi quand on travaille sur des dynamiques écologiques. Et sur Landsat, parce que aussi on avait des angles de visée qui étaient identiques et c'était plus facile pour travailler en série temporelle. Donc là, je reviens juste sur les principes de base de la mesure. Donc de manière très simplifiée, comme ce matin, mais il faut savoir que tout corps émet une énergie électromagnétique, donc, qui dépend de sa température. Voilà. Et donc plus sa température va être importante, plus ce rayonnement va aller vers les longueurs d'onde courtes. Donc là, vous avez des flammes, comme un incendie de forêt, le feu, qui est à 1000 degrés. Donc on va avoir une couleur plutôt dans le orange-rouge parce que la température de brillance correspond le pic correspond à cette longueur d'onde. Et que lorsqu'on est à 2000 degrés, là, exemple, la flamme de gaz, on tend vers les longueurs d'onde plus courtes, donc on aura une émission dans le bleu.
Donc bien évidemment, lorsqu'on travaille sur l'observation de la Terre, on ne va pas regarder le spectre du bleu et du orange pour la thermie. Et donc on a besoin de remonter le spectre et d'aller vers l'infrarouge thermique pour justement observer les gammes de température qu'on a sur la Terre entre moins 50 et 50 degrés. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la zone de 8 micromètres à 14 micromètres, on a une fenêtre atmosphérique dans l'infrarouge thermique, donc on peut observer la Terre. Et puis on a un contraste thermique intéressant qui nous permet justement de suivre ces variabilités. Bon, ça serait très simple si c'était comme ça. Donc c'est le cas, c'est simple pour l'eau, parce qu'en fait, ces relations entre température, entre, entre réflectance et température, on la connaît très bien pour un corps noir. Mais en fait, dans la nature, les corps noirs, ça n'existe pas. Et on a de la chance, c'est qu'avec l'eau, on a le spectre qui suit de manière constante le spectre d'un corps noir. Donc en fait, l'eau va émettre de la même façon qu'un corps noir, il va émettre 98% de la température d'un corps noir. Donc c'est grâce à cette propriété qu'on va pouvoir estimer la température de l'eau. Donc si vous prenez un autre objet que de l'eau, ici, ça ne va pas suivre de manière constante, mais ça va être très l'émissivité va être très variable. Donc au niveau du capteur, ben ça c'est comme pour la couleur de l'eau, et ça a été rappelé par Olivier. On a besoin de corrections atmosphériques, et notamment, il y a une molécule, la vapeur d'eau, qui va avoir de fortes absorptions dans l'infrarouge thermique. Là, au niveau des approches, je ne sais pas l'idée de la présentation, mais on peut scinder deux approches un peu différentes suivant le type de capteur qu'on a. Soit on a des capteurs avec multicanaux, donc plusieurs bandes dans l'infrarouge thermique. Et donc on va utiliser cette différence entre ces températures qui vont être captées pour indiquer des effets atmosphériques. Donc ça va être le cas, j'imagine, dans Trishna. Et puis sinon, il y a des capteurs comme Landsat qui ont juste une seule bole dans l'infrarouge thermique. Et là, on va devoir passer par des équations de transfert radiatif, voilà, en utilisant des données atmosphériques disponibles, et notamment la vapeur d'eau. Donc c'est ce qu'on a fait en fait au pôle éclat, mais en fait les algos étaient déjà très bien décrits dans la littérature. Donc là, on a beaucoup lu la littérature de Sobrino, de José Sobrino, et on s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Et nous, on a industrialisé la chaîne de traitement. On est allé chercher la donnée de vapeur d'eau du Centre de prévision météorologique européen. Donc le même centre de données que Tristan utilise pour les corrections atmosphériques, pour récupérer justement cette donnée de vapeur d'eau. Donc ça, c'est le résultat. Donc ici, vous avez une série temporelle de la température de surface de l'eau sur le lac de Serponçon. Donc là, on est des années 84 jusqu'à aujourd'hui. Donc l'image est un peu psychédélique, parce que j'ai voulu passer toutes les dates. Mais on a fait une production. On s'est dit, plus qu'on fait la production sur l'ensemble des lacs en France, on a fait toute la production en fait, à l'échelle de la dalle Landsat, donc sur tous les pixels hauts qui sont présents sur les dalles Landsat. Donc on a aussi bien les lacs, mais on a aussi les rivières qu'on peut détecter à cette résolution spatiale. Donc là, on voit bien le Rhône, par exemple, avec le lac de Sainte-Croix ici. Mais aussi, on a les zones littorales. Donc ça, c'est la stratégie qu'on a eue, parce qu'on sait très bien que cette information, elle peut être intéressante pour la communauté. Donc on a déjà traité sur toute la France l'archive. On essaye de mettre à jour de manière annuelle. Donc là, en fin d'année, on va traiter, on va dire début 2022, on va traiter tout 2021. Et puis bien évidemment, l'effort qu'on a fait aussi, c'est un effort pour valider cette information. Donc là, on s'est basé sur les données in situ qu'on avait au pôle éclat.
parce qu'on est référent au niveau température, hein, à l'OFB, et on pilote le réseau national thermique. Donc on a pas mal de sites instrumentés en France, et ce qui nous a permis de valider ce produit. Donc on est sur des heures à plus ou moins 1 degré. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, hein, que ce soit océan ou que ce soit au continental. Et les erreurs, elles sont liées bien évidemment en fait, parce que on a des écarts entre la prise de vue du satellite et puis la mesure in situ. Il y a des écarts de profondeur aussi. Ce que j'ai oublié de dire en fait, c'est que c'est vraiment la température euh, de peau, donc les premiers micromètres hein, que le satellite observe. On a des écarts planimétriques, hein. Là, c'est ponctuel in situ. Là, c'est sur des pixels de 90 par 90. Voilà. Donc, il y a tout un tas de sources d'incertitudes qu'on a identifiées. Donc, cet algorithme, on peut l'appliquer aussi facilement sur d'autres zones du globe. Donc, là, ça a été le cas dans le projet de l'UNESCO hein, sur le lac de Tchad. Je passe rapidement. Et ce qui est intéressant aussi, ben voilà, c'est qu'on peut en tirer des séries temporelles et voir si on a des tendances ou pas de la température de surface de l'eau. Et toute cette information, elle est diffusée au sein de notre plateforme, là, Dataicla, et là, on vous fera une présentation dans la session qui va suivre. Donc là, je reviens sur la slide que m'a piqué Olivier, mais c'était juste pour vous introduire un petit peu l'intérêt d'utiliser un petit peu l'information satellitaire. Ce qui nous intéresse, nous, au final, c'est d'avoir ce résultat-là et voir les trajectoires thermiques, justement, des lacs, comment elles évoluent, comment elles étaient dans le passé et comment elles évoluent dans le futur. Et pour faire ça, justement, on utilise un outil qui est la modélisation. Donc, c'est Pierre Nadani qui est notre modélisateur. Pour cela, il s'appuie sur des données in situ, mais aussi la donnée satellitaire pour bien prendre en compte les variations temporelles et les variations dans l'espace, hein, sur le lac. Et ce qui nous permet d'avoir non pas uniquement la température de surface, mais la température sur l'ensemble de la colonne d'eau, la température dans la zone superficielle, qu'on a l'épilimion, et la zone au fond du lac, l'hypolimion, et ce qui nous permet de voir justement le type de fonctionnement thermodynamique du plan d'eau. Voilà, donc là par exemple, on a un type de fonctionnement où il brasse une fois dans l'année, et on regarde justement l'évolution de ces types thermodynamiques au regard du changement climatique et voir si justement il y a des lacs qui ont un basculement de fonctionnement, et s'ils basculent de fonctionnement, au niveau thermie, ça bascule tout le reste, la chimie, les nutriments, le vivant. Voilà, je m'arrêterai là.